Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui a un peu tardé. Je suis désolée, je suis pas très assidue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes 10 conseils pour vous aider à retrouver vos règles. Donc c'est une vidéo qui va être assez courte, en tout cas je peux pas faire une vidéo d'1 heure et demie et c'est pour ça que je fais tout de suite un disclaimer, ce n'est pas la version la plus exhaustive de ce que je pourrais vous dire sur le sujet. Pour ceux qui connaissent déjà la naturopathie, vous savez que le terrain est très important, l'histoire de la personne, son hygiène de vie. Donc c'est des conseils de manière global assez intéressant à appliquer si vous êtes dans un cas d'aménorrhée, d'oligoménorrhée, si vous avez aussi des cycles qui sont parfois absents, parfois présents, bref, que c'est fluctuant. Donc je ne vais pas revenir non plus sur les causes de l'aménorrhée, de l'absence de règles dans cette vidéo. Sachez qu'on considère qu'on est en aménorrhée si on a une absence de règles qui est supérieure à 6 mois. Et ce qui est montré au niveau du bilan hormonal, c'est une LH et une FSH, donc les deux hormones sécrétées lors du cycle qui sont relativement basses et aussi souvent des œstrogènes qui sont très très bas. Donc la cause de l'aménorrhée ou le diagnostic de l'aménorrhée, bien évidemment, vous devez le poser avec un professionnel de santé. Et ensuite, on peut traiter, bien sûr, c'est ce que je propose dans mes accompagnements avec la naturopathie et d'autres outils, de régler ce problème de l'aménorrhée. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil, c'est se faire aider. C'est vraiment la base, donc c'est ce que j'ai dit préalablement en introduction. Pour moi, il est nécessaire, si vous voulez entreprendre sérieusement le chemin de la rémission, de la guérison par rapport à votre absence de règles, d'aller faire un bilan complet chez un professionnel de santé. Donc ça peut être le médecin généraliste, ça peut être, moi c'est ce que je vous conseille, un endocrinologue ou bien un gynécologue qui peut vous prescrire le bilan hormonal pour voir où en sont vos hormones, éventuellement des analyses complémentaires pour exclure d'autres pathologies comme un syndrome des ovaires polykystiques par exemple. Donc c'est intéressant de faire pourquoi pas une écho pelvienne aussi, voir s'il n'y a pas de souci, si on a besoin d'aller plus loin, d'aller faire une ostéodensitométrie pour voir l'état de l'ossature. Si vous êtes en aménorrhée depuis un moment, ça peut vraiment être intéressant et d'autres examens complémentaires si besoin. Donc ça pour moi c'est vraiment la base. À côté de ça, bien évidemment, j'en ai parlé dans ma vidéo, si vous l'avez pas vue, je la remettrai en barre d'infos concernant mon histoire par rapport au TCA et à mon aménorrhée. On peut avoir besoin, et moi je le recommande vraiment, d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider sur la sphère qui est plus psycho-émotionnelle, notamment via un psychologue ou même un coach ou d'autres thérapies pour vous aider à travailler sur les causes profondes de cette aménorrhée, de cette absence de règles, puisqu'elles ne sont pas toujours purement physiques. Et il y a un lien très fort neuro-endocrinal, vraiment profond dans cette aménorrhée. C'est le système sexuel qui est défaillant, mais il y a bien une cause qui vient souvent euh, du central, donc du cerveau et des glandes du cerveau. Donc on peut avoir aussi une aménorrhée pour des raisons de stress, pour des chocs psychologiques, etc. Donc moi je vous conseille vraiment aussi, si c'est votre cas, si vous vous retrouvez là-dedans, si vous vous dites mais j'ai pas forcément un problème avec l'alimentation, j'ai pas un excès de sport, etc., d'aller creuser un petit peu sur ce plan-là. Et puis bien sûr, tout ce qui va être via la naturopathie ou les médecines plus alternatives et plus naturelles, puisque je considère que c'est un point essentiel de la guérison, dans le sens aussi de prendre conscience de ce qu'on traverse et de l'autonomisation voilà, de sa démarche globale de guérison et de retrouver son cycle harmonieux surtout, parce que c'est pas juste retrouver un cycle, c'est retrouver un cycle harmonieux. Donc voilà, premier conseil, bien sûr, se faire aider.
Ensuite, mon deuxième conseil, ce sera plus nutritionnel au niveau des macronutriments. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en aménorrhée? Globalement, il y a un profil que je retrouve beaucoup dans les personnes que j'accompagne durant mon programme, c'est qu'on consomme moins de graisse, on consomme beaucoup de fibres et les glucides sont insuffisants par rapport à l'activité physique. Donc moi, il y a deux choses que j'ai remarquées qui fonctionnent bien à travers aussi mes recherches et les personnes que j'ai accompagnées et les formations que j'ai pu faire, c'est de rééquilibrer l'assiette et rééquilibrer ses macronutriments. Donc macronutriments, je rappelle, protéines, lipides et glucides. Donc déjà, ce qui est important, c'est moins de fibres. Et oui, alors les fibres sont très importantes, bien évidemment, il faut consommer des fruits et des légumes, je suis la première à le dire, c'est très riche en micronutriments. Mais consommer beaucoup de fibres, ça va aussi avoir l'effet inverse et diminuer l'absorption de certaines vitamines et minéraux. Et là, je parle vraiment, donc encore une fois, rappelez-vous qu'on est dans un cadre de personnes qui souffrent d'aménorrhée, ce n'est pas un discours pour tout le monde, bien sûr, mais en général, c'est ce qui se passe dans les profils, surtout les profils végétariens. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà réaugmenter la part des glucides. On parlera après des graisses. La part des glucides, donc des féculents, d'avoir des féculents variés à tous les repas, et pas que des féculents hyper riches en fibres type céréales complètes, mais également des pommes de terre, du riz blanc, des pâtes si vous n'avez pas d'intolérance au gluten. C'est vraiment... Il faut vous dire que c'est vraiment un moment à part en fait, cette période de retrouver ses règles. Après on peut réajuster quelques éléments si besoin. Et également les glucides simples et pas que les fruits. Donc des glucides qui sont facilement assimilables par l'organisme. C'est très important puisque j'en reparlerai, mais l'hormone de la satiété qui est très importante dans l'aménorrhée, qui est la leptine, est très sensible aux glucides. Et ça, je l'ai appris dans ma formation Théla et je trouve que c'est très intéressant. Donc ça va être par exemple de boire des jus à l'extracteur qui enlèvent les fibres mais qui vous apportent tout le sucre des fruits. Ça va être du miel, ça va être des confitures, ça va être des choses vraiment très riches en glucides simples mais qui vont donner ce carburant. D'autant plus si vous êtes sportif, mais même si vous n'êtes pas sportif, ça va être vraiment bien sans aller vers des choses super transformées. Donc ça, c'est super important. Ensuite, il faut augmenter les lipides, c'est clair. Mais c'est un peu l'écueil, et j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, chez beaucoup de femmes, et notamment les profils végétariens, où si on est dans cette démarche de reprise de poids, et puis de se dire, bon, il faut que je mange plus, manger plus de gras. Donc manger plus d'oléagineux, manger plus de fromage, des choses comme ça. Et donc oui, mais encore une fois, augmenter aussi les lipides, c'est important. Les glucides, pardon, c'est important. Donc pourquoi? Parce qu'on peut fortement augmenter ses calories avec des lipides, mais toujours avoir une débalance en fait en termes de macronutriments. Ça, je rentre dans les détails en consultation, je vais pas le faire ici, mais il y a un profil quand même à respecter d'équilibre entre les trois macronutriments. Donc sur les lipides, moi mes conseils c'est de privilégier les acides gras issus directement des aliments bruts. Donc des poissons, des œufs, des fromages, vraiment le gras directement de l'aliment. Les huiles aussi bien sûr, à première pression à froid, donc biologique toujours. L'huile d'olive en 1-1-1, que ce soit pour la cuisson ou pour l'assaisonnement parce qu'elle résiste très bien, un profil très intéressant, riche en oméga 9. Et on peut aller sur des huiles riches en oméga 3, ça c'est, on va dire, controversé, même dans le milieu de la naturopathie, il y a les vraiment pour et les plus nuancés. Les huiles de lin, de cameline, de colza sont intéressantes pour les oméga 3, mais vous n'avez pas la même assimilation que via les animaux. Donc ça dépend aussi de votre régime végétarien. C'est pour ça que, encore une fois, je donne des conseils génériques, mais qu'on soit végane, végétarienne ou omnivore, et notre histoire et notre activité physique et plein de choses font qu'on n'a pas les mêmes conseils. Vous pouvez aussi bien sûr aller sur les poissons gras, donc les gros poissons à éviter, riches quand même en métaux lourds, donc de temps en temps comme la truite, le saumon sauvage et pas d'élevage, mais on va privilégier plutôt les petits poissons, maquereaux, sardines très riches en oméga 3. Si vous prenez en conserve, plutôt au naturel, parce que dès que c'est dans l'huile d'olive ou cuisiné, c'est frit. Donc plutôt voilà, fait au cure ou bouillon, mais l'idéal c'est d'acheter frais bien évidemment, de les manger en tartare ou bien simplement au four.
C'est super bon et c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir tous les bons gras et surtout tous les oméga 3. Et effectivement quelques oléagineux aussi qui sont intéressants, mais attention, ça peut avoir une surcharge assez importante pour la digestion. Donc ça va dépendre aussi de votre profil digestif. Donc en résumé, on augmente certes les lipides, mais aussi et surtout les glucides. Troisième conseil, réintroduire les protéines animales. Donc je vais tout de suite prendre des pincettes pour ce conseil-là. C'est encore une fois mon avis, mon expérience qui m'amène à avoir ce type de conclusion. Donc pourquoi? Les protéines animales, elles ont une richesse en micronutriments très importante, notamment les oméga 3, comme je viens de le dire avec le poisson, mais également vitamine D et vitamine A, j'en reparlerai dans la partie sur les micronutriments. Et elles ont aussi un rôle essentiel dans la construction des organes, son renouvellement, l'immunité, la digestion. Et c'est des sources entières aussi et non transformées. Donc moi, de manière générale, ce que je conseille, c'est une variété entre les sources végétales et animales. Donc quand je dis réintroduire les protéines animales, ce n'est pas en manger tous les jours. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Et je ne dis pas non plus qu'il est impossible de retrouver ses menstruations avec un régime végétarien. Loin de là, mais c'est plus dur. Ça demande vraiment un accompagnement pour le coup parce qu'on a besoin d'aller chercher des micronutriments, des spécificités liées encore une fois à votre état physiologique. Donc je ne parle pas de manière générale, on parle vraiment dans un cadre très particulier qui est l'aménorrhée. Le végétalisme, je vais mettre clairement un bémol parce que pour moi, sans complémentation et vraiment complémentation forte, je ne vois pas comment il est possible de retrouver facilement ces règles. Je pense que c'est vraiment un moment où, en tout cas si c'est un choix vraiment fort, il faut faire attention et j'ai très peu d'échos, très peu de témoignages dans la littérature de ce que j'ai pu lire ou même quand je continue à m'informer, à chercher un petit peu de jeunes femmes ou de femmes qui ont retrouvé leurs règles en étant végétaliennes, donc en excluant totalement tous les produits d'origine animale, donc particulièrement, et là dans notre cas ça va être intéressant, les œufs, les fromages, etc. Donc j'ai mis des petites notes pour être sûre de rien oublier. Donc voilà, donc en végétal, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher le tofu lactofermenté qui est intéressant, le tempeh aussi qui est une forme lactofermentée, et bien sûr le mix céréales légumineuses. Tout ça, ça va dépendre encore une fois de votre capacité digestive. Sur les protéines animales, viande blanche, poisson gras, poisson maigre, les fruits de mer, les œufs, bien sûr, l'une des meilleures protéines qui soit très peu chères et puis biodisponibles pour votre organisme. Les abats aussi, on en reparlera, même si ça peut être compliqué. Et bien évidemment les produits laitiers, donc principalement chèvre, brebis, les produits laitiers entiers, pareil, je reviendrai dessus. Donc des protéines à chaque repas, c'est essentiel dans la construction hormonale et ça a vraiment un rôle fondamental. D'où je vous parlais des macronutriments, on a parlé des glucides, des lipides, on parle maintenant des protéines pour rééquilibrer la balance énergétique et retrouver l'homéostasie, retrouver l'équilibre dans votre corps. Conseil numéro 4, réduire l'activité physique. Donc j'ai évoqué le all-in dans ma précédente vidéo, vous savez un petit peu ce que j'en pense. Je pense que c'est un peu too much de totalement tout arrêter et de se laisser totalement aller au niveau alimentation aussi parce qu'on voit que certes, je vais en reparler, il faut manger plus, etc. Mais manger plus et manger n'importe quoi, ça va pas forcément vous aider sur le long terme, ni psychologiquement, ni physiquement et c'est pas forcément la clé de retrouver ses règles ou en tout cas ça peut marcher parce que forcément il y a un surplus énergétique. Mais le but c'est pas de se retrouver aussi dans une situation où on se sent mal dans sa peau parce qu'on a pris par exemple beaucoup de gras. Enfin vous voyez, bon, je veux faire attention à ce que je raconte ici parce qu'encore une fois ça dépend de notre profil et de notre histoire avec l'alimentation. Mais c'est pas ce que je recommande. Par contre, il est évident, et là je le dis de tout mon cœur et j'en ai parlé longuement dans ma vidéo parce que moi c'était mon cas. Il est indispensable de réduire son activité et à commencer par arrêter une activité cardiovasculaire. Ça crée un stress physiologique pour le corps encore plus si vous faites du cardio à jeun.
Mais vraiment non. C'est une dépense énergétique trop forte. Donc il faut vous dire que cette période vraiment de retrouver vos règles qui peut durer voilà, on va dire d'un trimestre à un an, à plus dans mon cas comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment important de mettre des choses en place qui sont pas là pour toute la vie, qui sont vraiment là pour un temps donné et ça c'est vraiment l'essentiel. Donc, il est important de ne pas dépenser trop d'énergie par rapport à ce que vous ingérez, notamment, mais même tout court. Donc, ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de continuer, si c'est votre cas, si vous aimez la musculation, parce qu'elle permet aussi une construction musculaire et, on va dire, une remobilisation différente de votre composition corporelle. Donc, on va prendre du muscle, on va prendre du gras aussi, mais on va peut-être se sentir mieux aussi dans sa peau. Donc on peut faire des séances modérées, vous pouvez y aller 2, 3, 4 fois par semaine, mais toujours en vous assurant du repos, j'en reparlerai aussi. Les autres choses intéressantes en termes d'activité, c'est bien sûr le yoga, ça c'est clair. On va éviter de faire du hot yoga ou de l'ashtanga tous les matins, mais un yoga même légèrement dynamique, ça peut être chouette. Le pilates, le vélo doux par exemple, dehors ou vélo d'appartement mais tranquille. Euh, et bien sûr la marche. Ça c'est important parce que vous avez quand même besoin, notamment dans cette période qui peut être génératrice de stress, parce que de changements corporels, de changements d'habitudes alimentaires, de plein de choses, de vous sentir bien dans votre corps. Et l'activité physique permet de réguler aussi le stress. Mais on cherche une activité physique qui n'est pas traumatisante et qui ne vous fait pas dépenser trop d'énergie. Voilà, c'est vraiment pour vous, pour votre santé mentale et la santé de votre corps, sans aller vers un trop. Donc ça c'est hyper important et on veillera aussi à toujours apporter une alimentation proche de ces moments d'activité physique, donc avant et après ne jamais partir à jeun. Et quand je dis à jeun, c'est même ne jamais partir marcher 1 heure et demie si vous avez mangé 4 heures auparavant. En tout cas, ne pas garder trop de périodes sans manger, mais j'en reparle juste après. Moi j'ai fait du yoga et de la marche et j'ai arrêté tout pendant un long moment. Donc je pense que ça a aussi joué. Donc quatrième conseil, réduire l'activité physique. Cinquième conseil, on continue, on arrive à la moitié, c'est le travail psycho-émotionnel et énergétique. Donc ça j'en ai parlé, de se faire aider. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que comme je vous l'ai dit, l'aménorrhée peut être issue ou un mélange de plein de choses, mais du stress, des troubles du comportement alimentaire, d'un événement familial. Et c'est pour ça qu'être accompagné en naturopathie, en acupuncture, en reiki, en hypnose, tout ça, ça va vraiment aider. En fait, ce qui se passe, et vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est que le stress a une influence vraiment très très forte sur le cerveau et impacte la commande de l'hypothalamus qui elle-même est liée à la production ovarienne et au déclenchement du cycle. Je pense, et je connais beaucoup de femmes en tout cas, donc peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans, que vous avez connu déjà des périodes où vous aviez un retard de règles. Voilà, vous êtes inquiète, vous dites oh là là, je suis enceinte. Et en fait, c'était des périodes de plus gros travail, de plus gros stress qui repoussent l'ovulation et qui repoussent donc vos règles. D'où l'importance aussi, ce sera l'objet d'une autre vidéo, euh, d'observer son cycle menstruel pour se connaître au mieux. Donc moi, c'est vrai que tout ce qui va aller vers le bien-être, vers du temps pour soi, donc ça, on peut aller effectivement vers des pratiques énergétiques, on peut aussi faire de la méditation, du yoga, du travail d'écriture pour poser sur le papier tout ce qu'on a envie de poser, tout simplement. Et du temps pour soi, donc tout ce que vous aimez, ça peut être de la lecture, des activités créatives, je sais pas, un bon bain, quelque chose qui vous fait du bien. Et tout ce travail-là, c'est sûrement le plus dur, le plus long. On apprend à se connaître, c'est un travail aussi d'introspection et de chercher les causes. Donc je vous parlais des causes plus physiques, du diagnostic voilà, plus médical, mais honnêtement, je pense que ce travail-là, il est indispensable et moi, il m'a beaucoup aidé. Donc je ne peux que vous recommander vraiment de faire ce travail pour vous-même avant tout et dans l'optique aussi de vous guérir et de prendre soin de vous.
On passe au 6e conseil. Donc mon 6e conseil, c'est le lâcher prise ou le rapport au contrôle. Donc ça va être peut-être le conseil le plus délicat à entendre et ça je le comprends tout à fait. Mais la question de la prise de poids, elle est vraiment hyper importante. Et en fait, il y a deux sujets. Il y a votre IMC, donc votre indice de masse corporelle, et il y a aussi votre composition corporelle et donc votre taux de masse grasse. Et parfois, plus que l'IMC, c'est le deuxième qui est important. On voit que dans les personnes qui ont connu une aménorrhée ou qui vivent une aménorrhée, en tout cas liée à des TCA ou on va dire les causes très connues de la sous-alimentation et du sport, même s'il n'y a pas que ça encore une fois, on peut aussi avoir un IMC normal et être en aménorrhée, je le répète, mais en général, on a besoin d'un surplus calorique de 20 à 40% selon les profils. C'est pareil, je pourrais pas la répondre à toutes les personnes qui éventuellement regarderaient seraient concernées par la vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, le all-in pour moi c'est pas la solution de manger, manger, manger sans s'arrêter. Mais c'est indispensable quand même d'avoir ce surplus et sur une longue période. C'est pas sur 2-3 semaines, ça peut être sur plusieurs mois. Et c'est là où pour avoir un surplus, il faut forcément baisser sa dépense énergétique. Si vous marchez 3 heures par jour et que vous entraînez 4 heures par semaine, que vous faites un travail debout, je vois pas comment ça va être possible, à moins de manger énormément. Mais on va pas passer non plus de je mange 1500 calories à je mange 4000 calories, ça va être compliqué. Et c'est le travail le plus dur, donc si vous sentez que voilà, il y a vraiment un travail autour des troubles du comportement alimentaire pour vous à faire, moi je pense que la balance, c'est pas forcément une bonne idée d'en avoir une. Ça aide de voir où on en est, mais ça peut aussi complètement enfermer et refaire tomber dans des problématiques de restriction et d'hyper-contrôle. Donc moi j'avais fait le choix de me débarrasser de ma balance et de me peser quand j'allais chez mes parents par exemple ou chez le médecin, ce qui me permettait de contrôler un petit peu parce que je voulais pas baisser mais de voir aussi si je prenais ou pas, sachant que encore une fois un IMC du coup enfin l'IMC il est compliqué, je pourrais vous donner à peu près une tendance. C'est sûr que si vous avez un IMC entre 17 et 19, 17 et 20, ça peut être complètement impossible de retrouver vos règles à ce niveau-là. Mais c'est pas vrai pour toutes les femmes. Il y a aussi des femmes qui ont un IMC de 18 et qui n'ont pas de soucis. Encore une fois, ne comparez pas à des femmes qui ont un IMC de 18 mais qui n'ont pas perdu leurs règles. Parce qu'on est toutes différentes. La question aussi c'est de savoir quel a été votre poids de forme, quel est le poids dans lequel vous aviez vos règles, que vous étiez en bonne santé, que vous vous sentiez bien, je ne dis pas bien par rapport à votre image corporelle, mais bien physiquement, en vitalité. Et c'est souvent vers ce poids-là vers lequel on doit tendre, comme j'avais expliqué dans ma vidéo. Moi j'avais fait toujours autour des 55 et je suis revenue à 53-54 et c'est quand j'ai eu mes règles. Même si ma composition corporelle elle était différente que quand j'avais 15-20 ans parce que j'avais pas le même régime alimentaire, pas la même activité physique. Donc ça c'est important d'avoir un apport calorique, vraiment ce serait peut-être le conseil numéro 1, il faut cet excédent alimentaire, je le redis vraiment, c'est essentiel. Et aussi, et ça fait un petit peu l'écho à ce que j'ai déjà évoqué rapidement, avoir l'énergie suffisante toute la journée. Ça veut pas dire manger toute la journée, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de jeûne intermittent. Ça c'est une grosse croix, parce que vous avez besoin d'amener suffisamment de macronutriments tout le long de la journée et c'est un stress pour le corps et notamment dans la construction hormonale que de jeûner. Donc ça, ce n'est pas du tout approprié par rapport à votre situation. Pas d'exercice physique sans collation avant et après, comme je l'ai dit, et pas de longue période sans alimentation. Même si vous ne pratiquez pas une activité physique, je vous donne un exemple. Vous avez des horaires décalés, vous êtes obligé de prendre votre déjeuner à 11h30 et vous rentrez chez vous seulement à 19h30, vous mangez à 20h, 20h15. C'est trop long. Il faut manger une petite collation dans l'après-midi. Ça peut faire 6, 7, 8 heures sans manger. C'est limite le jeûne qui pourrait être pour être limite un jeûne de nuit. Et donc c'est trop. Voilà, donc on lâche prise. On essaye de lâcher prise en tout cas sur son poids. Mais on garde dans l'idée que il faut en prendre, il faut prendre de la masse grasse, c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça veut pas dire qu'il faut prendre 10 ou 15 kilos, ça veut simplement dire que vous avez besoin de réinstaurer un minimum
Et ce minimum, ce n'est pas... Je fais un petit aparté, tant pis la vidéo sera un peu plus longue. Euh, Pourquoi vous n'avez plus vos règles aussi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où quand on est en sous-pondération, qu'on manque de densité graisseuse et parfois aussi même musculaire, et bah les fonctions qui sont pas vitales pour le corps sont éliminées. Donc typiquement, les règles, qui c'est pas comme respirer, c'est pas comme digérer, c'est pas comme faire battre votre cœur, vont disparaître. Donc si vous n'avez pas vos règles, c'est aussi parce que vous ne vous donnez pas assez par rapport à ce dont vous avez besoin pour être en pleine santé. Et ne pas avoir ces règles, c'est ne pas être en pleine santé. Je sais que c'est dur, mais moi ça m'a fait du bien de l'entendre de cette manière aussi, parce que ce n'est pas juste un dysfonctionnement comme ça, c'est un véritable signal d'alerte. Lâchez prise, lâchez le contrôle, et ça va bien se passer, je vous assure. Septième conseil, et qui va sûrement vous intéresser, c'est le rôle des micronutriments. Donc on a parlé protéines, lipides, glucides, les gros macronutriments, et on a également les micronutriments. Donc c'est toutes les petites vitamines, les minéraux que vous trouvez dans l'alimentation et qui vont être indispensables. Beaucoup vont vous parler, je n'en ai aucun doute. La première chose sur laquelle je veux insister, c'est le calcium. Donc vous allez comprendre aussi un peu plus dans cette partie pourquoi j'ai parlé aussi de végétalisme / manger des protéines animales. Donc les études ont montré, ça je l'ai appris dans la formation TELA, qu'il fallait à peu près 1200 mg de calcium par jour pour une femme en aménorrhée. Donc je vais vous donner les équivalents. 30 g de parmesan, c'est 300 mg. 30 g c'est déjà pas mal. 30 g de graines de chia, c'est 190 mg. Donc pour arriver aux 1200, vous voyez qu'il faut y aller. Donc on trouve du calcium dans quoi? Donc dans les sources végétales, vous avez effectivement les céréales complètes, les graines de chia, les amandes, les algues, mais on voit c'est des petites proportions. Comme vous l'avez vu, le parmesan c'est quand même relativement riche. Après on a les sardines, les œufs. Alors les œufs vous allez retrouver pour tous les micronutriments et c'est là où voilà, ça parle de soi. Et les produits laitiers de manière générale qui sont quand même riches en calcium. Donc calcium très important pour maintenir une densité osseuse parce que c'est ça aussi qui se passe avec l'aménorrhée, une sorte de péri-préménopause et il y a des risques d'ostéoporose. Donc c'est pour ça qu'on parle d'ostéodensitométrie pour certaines femmes pour vérifier s'il n'y a pas de problème de déminéralisation. Donc hyper important le calcium. Vitamine D. Vitamine D, pareil, essentielle. Essentielle parce que elle est aussi précurseuse de la thyroïde et de plein de fonctions au niveau de l'assimilation du calcium et du système neuro-endocrinien. Donc pour moi elle est indispensable en supplémentation en aménorrhée d'octobre à mars. En général 15 minutes d'exposition au soleil suffisent, mais l'hiver c'est compliqué. Et dans l'alimentation on en trouve énormément dans l'huile de foie de morue mais pas toujours digeste, donc ça c'est pareil à voir. Les petits poissons gras, toujours pareil, hyper important. Jaune d'œuf aussi, donc on en revient. Et les produits laitiers entiers, pas allégés. Vous avez compris que c'est pas ça qu'on cherche. Donc vous voyez là aussi c'est plutôt des sources animales. On l'associe à la vitamine K2, qui est la vitamine associée pour l'assimilation, qui elle se trouve dans les légumes verts, l'huile d'olive, l'huile de colza. Mais moi je vous conseille vraiment d'aller chercher de la supplémentation K2 plus D3, vitamine D3 plus K2 qu'on trouve. Et ça je prescris souvent, je prescris pas, je conseille. Je vais me faire taper sur les doigts. Je conseille dans les consultations. Voilà. Ensuite, on a la vitamine A, donc qui est moins connue, qui a une fonction thyroïdienne sexuelle et pour les hormones de croissance, donc vraiment hyper importante. Et on l'a privilégiée sous la forme rétinol. Il y a plusieurs formes et la forme rétinol, c'est celle qui est le mieux assimilable pour le corps. Encore une fois, jaune d'œuf, mais 3 jaunes d'œufs par jour. Donc ça vous montre aussi que c'est pas... Oui, je mange des œufs, j'ai des fois ça en consultation. Je mange des œufs, oui, alors combien par semaine? 3-4 mais en fait c'est plus de 3 par jour, vous voyez, donc c'est là aussi c'est pareil, c'est quoi manger et quand les manger et comment. Donc il y a vraiment beaucoup de choses
à revoir souvent au niveau de l'alimentation. Le foie de veau, alors je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un des aliments les plus riches en micronutriments, c'est assez exceptionnel, donc il faut aimer, c'est très particulier. Si vous pouvez, si votre éthique le permet, si vous arrivez à manger, allez-y. Les fromages à pâte dure, comme le parmesan, on le retrouve aussi, qui est vraiment un fromage intéressant. Le hareng, les palourdes, mais tout ça c'est plus petite quantité. C'est beaucoup jaune d'œuf, beaucoup les abats, beaucoup le foie. Foie de veau et foie de volaille aussi. Non, pas foie de volaille, foie de veau et foie tout court, foie de bœuf. Le zinc aussi, fonction thyroïdienne hyper importante, sexuelle aussi, et essentielle pour la vitamine A et D. Donc là pareil, foie de veau, les huîtres aussi, quelques huîtres suffisent, germes de blé et les légumineuses bien trempées. Donc si vous êtes végétarien, que vous mangez exclusivement des produits laitiers et des œufs, pour aller chercher le zinc, pensez bien à les germes de blé si vous n'êtes pas intolérant au gluten, là ça complexifie encore l'affaire. Et les légumineuses, si du coup vous en mangez, toujours les prendre sèches, toujours les faire tremper une nuit, toujours bien les rincer, etc. Voire les faire germer. Et pour finir, le fer hyper important aussi. On peut être anémié ou pas en étant en aménorrhée, ça va dépendre de votre profil. On a deux types de fer, héminique et non héminique. Héminique est donc bien mieux assimilé, c'est celui qu'on trouve pareil dans les moules, dans la viande rouge, dans les jaunes d'œufs. Et le non héminique, c'est celui qui est végétal, donc dans les algues comme la spiruline, les légumineuses et les oléagineux, toujours exclusivement s'ils sont trempés. Les oléagineux aussi, hein, donc amandes, noisettes, etc. Et d'autres micronutriments qu'on viendra vérifier comme les vitamines B, le magnésium. En fait, le corps en aménorrhée, il est souvent, voire tout le temps, déminéralisé. Et c'est là pour moi que l'accompagnement, il est essentiel et que c'est très difficile quand même de s'en sortir seul. C'est possible aussi, ça veut pas dire que c'est impossible. C'est comme quand j'accompagne les jeunes femmes qui arrêtent leur pilule. Bien sûr qu'on peut retrouver un cycle harmonieux sans aide, mais encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et c'est optimiser ses chances que d'être accompagné, surtout d'un point de vue de l'assiette, où on voit qu'il y a pas mal d'ajustements à faire et que on déconstruit aussi beaucoup de choses en fait. On se rend compte que ce qu'on a pu faire pendant des années, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, les micronutriments, on regarde l'assiette et on regarde si on est OK. Pourquoi pas faire un bilan pour s'assurer des carences éventuelles. Ensuite, quid donc conseil 8, quid des compléments alimentaires. Donc pour moi, il n'est pas indispensable d'avoir des compléments alimentaires pour retrouver ses règles. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore bien ma vision de la naturopathie, je pense que tout passe par l'hygiène de vie et par l'assiette. Certes, les compléments nous aident, mais ça n'existe pas. La plante miracle, la chose qui va révolutionner votre vie. Non, on a des petits coups de pouce, des aides, je vais en parler. De moi, en tout cas, ce qui me semble intéressant. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. Et c'est pas parce que vous faites ça que vous allez retrouver vos règles. Parce que prendre une plante, mais si à côté on met pas en place les conseils et les ajustements dans notre hygiène de vie, dans notre assiette, pour notre sommeil, pour tout, ça va pas fonctionner. Donc moi en tout cas, ce que je considère hyper intéressant, et ça c'est pour tout le cycle féminin, donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas concerné par l'aménorrhée, ça va être le framboisier. Les feuilles de framboisier, c'est vraiment une plante qu'on peut quasiment prendre toute sa vie de femme, des premières lunes jusqu'à la ménopause, pendant la grossesse aussi à la fin, c'est les feuilles de framboisier qui sont un régulateur hormonal. Donc on peut prendre en infusion, en tisane, qui sont hyper intéressantes. Pareil aussi, si vous avez un cycle un petit peu décousu, ça peut être intéressant. Et en gémothérapie, donc en bourgeon, donc ça c'est super intéressant aussi, c'est dans une petite fiole, donc avec ou sans alcool, on peut choisir les deux, et c'est des gouttes qu'on prend sous la langue plusieurs fois par jour, qui viennent pareil participer à la régulation hormonale. Donc ça, framboisier, plante hyper intéressante de la femme qui peut aussi servir pour une aménorrhée. En plante ayurvédique, moi que j'ai pris et que j'ai aussi donné, c'est le shatavari, qui est une racine
qui fonctionne bien aussi, sur la préménopause. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, ça vient un petit peu rebooster les oestrogènes et vous allez peut-être sentir pour certaines personnes une reprise du désir et de la libido. Donc souvent quand on a aménorrhée, ça aussi c'est pas le sujet, j'ai pas parlé des dommages collatéraux de l'aménorrhée. La libido est absente, c'est normal, les hormones sont complètement raplapla, donc il peut pas se passer grand chose, enfin physiquement en tout cas, il n'y a pas la biochimie qui se met en place pour avoir du désir, je rigole mais c'est pas du tout marrant, hein. Ça peut même être une souffrance, pour moi c'était compliqué. Donc ça peut être bien, ça peut vous aider. D'autres plantes qui sont intéressantes, il y a la sauge bien sûr, mais la sauge, attention, c'est une plante compliquée, donc je la prescrirai pas, je vous dirai pas là comme ça, prenez de la sauge, c'est au cas par cas, mais ça peut être intéressante en infusion ou en huile essentielle, en cataplasme, etc. sur le bas-ventre, bon ça peut aider. Il y a le houblon aussi, qui est réputé pour l'aménorrhée. Il y a plein de petites plantes comme ça qui peuvent aider en infusion, en aromathérapie via les huiles essentielles. Donc ça est intéressant d'aller creuser au cas par cas en consultation ou de vous voir ce qui vous parle tout simplement parce qu'on a aussi une sagesse intérieure là-dessus et une intuition des plantes qui peuvent nous être utiles. Donc voilà, complément alimentaire oui, mais ce n'est pas la solution ultime non plus. Avant-dernier conseil, c'est l'importance du repos, de la récupération et du sommeil. Oui, oui, oui. Quand on est en aménorrhée, alors moi c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais qui est très 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 souvent relaté, c'est un sommeil complètement décousu. Alors tout simplement, souvent, parce que le corps a faim, mais ne le sait pas, ou c'est tellement habitué que ne le sait plus. Donc il y a une grosse débalance aussi de l'ensemble des hormones et pas que des hormones sexuelles. Tout ce qui va être sécrété la nuit, la mélatonine, etc., ça peut être complètement aussi dérégulé, ce qui fait qu'on peut avoir des insomnies, des difficultés d'endormissement, des choses voilà, qui sont compliquées. Et pourtant, c'est indispensable à la récupération, à la digestion, à la fabrication hormonale, que d'avoir un sommeil de qualité. Quand je dis du sommeil de qualité, c'est conséquent aussi, hein, c'est 7 à 9 heures de sommeil. Des micro-siestes si vous en avez besoin, si vous avez un rythme de sommeil aussi différent parce que vous travaillez de nuit ou vous êtes plus découpé. Ça fait baisser le stress aussi, qui est enfin, on le sait, enfin, le stress, l'hormone du cortisol, c'est quelque chose qui inhibe plein d'autres fonctions dans le corps et même chez quelqu'un, je sais pas pourquoi je dis même chez, mais même chez les hommes aussi quand même, ou chez des femmes qui n'ont pas de problème d'aménorrhée, on peut voir l'effet délétère que cela a. Donc c'est hyper important. Les jours de récupération et de repos, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que vous assurez que vous avez 2-3 jours de repos sans activité physique, sans entraînement dans votre semaine, que vous conservez la même assiette, donc on ne change pas, encore une fois spécifique à l'aménorrhée, mais on ne change pas du tout ses apports. Donc on récupère, on se régénère, c'est ça. Et le sommeil, c'est la santé. Et on terminera cette vidéo avec mon dernier conseil. Être patiente. C'est long, c'est long. Comme je vous l'ai dit, ça peut être beaucoup plus court que dans mon cas. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo, ça a mis 3 ans et demi. Mais dans les 3 ans et demi, je l'ai déjà dit, j'ai eu 1 an, on va dire, de poids relativement stable et de repos pour retrouver un cycle. Moi, je pense que c'était complètement multifactoriel. Même si j'ai pas parlé des causes dans cette vidéo, vous le savez, donc il y avait les TCA, il y avait le sport, il y avait le stress. Et quand on est de nature anxieuse, ça peut vraiment être compliqué, ce stress. Et ça peut être une des raisons. Donc, c'est important de travailler sur tous les axes que j'ai cités. Il faut accepter aussi le fait que ce soit pas linéaire comme chemin, qu'il y ait des chutes, qu'il y ait des avancées, que parfois on doute, qu'on ait du mal avec son image corporelle. Qu'en moyenne, comme je vous l'ai dit, la littérature s'accorde à dire que c'est à peu près 6 mois. Moi je dirais 6 mois à 1 an de ce que je constate. Ça dépend encore une fois
où vous en êtes. C'est sûr que si on part avec moins de 10 kilos, qu'on continue à faire 5 heures de crossfit par semaine et qu'on mange un œuf tous les 4 jours, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'espère qu'avec ces 10 conseils, en tout cas, vous avez quelques pistes. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous remets en barre d'infos. Si vous voulez échanger avec moi au téléphone, je propose 30 minutes d'appel gratuit pour vous expliquer un peu mon accompagnement qui est pas que autour de la naturopathie justement, qui amène aussi un travail d'introspection, de découverte de soi, de découverte de son cycle, de se sentir femme aussi, au-delà de ce qu'on vit actuellement. Pour moi c'est vraiment essentiel et c'est un truc que je fais, mais si vous saviez, tellement avec le cœur parce que je l'ai vécu et que j'ai envie de transmettre aussi cette expérience et tout ce qui s'est passé, parce que c'est 3 ans du coup riches de recherche, de consultation, de formation, de plein de choses. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets mon adresse email aussi, mettre un commentaire si vous voulez que ce soit public, m'écrire sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram aussi. N'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à partager aussi aux femmes et aux jeunes femmes qui seraient concernées par le sujet. Que ce soit une aménorrhée stricte ou une oligoménorrhée des femmes qui n'ont pas leurs règles tout le temps aussi, ça peut être les mêmes raisons qui font que le cycle n'est pas toujours présent. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es concerné, je te souhaite énormément de courage. Je suis là, je suis passée par là, il y a plein d'autres femmes qui sont par là et libérons vraiment la parole sur le sujet. Euh, Reprenons du pouvoir et de la puissance sur nos corps et il y a toutes les raisons qui sont là pour que tu réussisses et que tu retrouves tes règles, j'en suis certaine. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à très très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera autour justement de l'observation de son cycle, les fluctuations du cycle et pourquoi on parle des 4 saisons du cycle, parce que j'aime beaucoup et ça nous en apprend beaucoup en tant que femme sur notre véritable nature, et se connaître, c'est toujours une forme de pouvoir. Donc voilà, je vous retrouve sûrement autour de cette prochaine vidéo. À très bientôt!